Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mon premier invité, Samuel Brault, qui vient nous parler de la Commission de la santé mentale du Canada. À plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question des citations célèbres sur la cruauté. En début de deuxième demi, notre invité est Daniel Latulippe. On parle ensemble du plan d'action en santé mentale 2015-2020. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Pour la prochaine heure, on commence en chanson avec Sir Pathétique. La chanson s'intitule « Jamais trop tard ». Bienvenue à Folie douce. Il ne sera jamais trop tard, il suffit simplement d'y croire. À chacun ses rêves et son histoire. Jamais trop tard pour exister, pour se relever et continuer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le dernier. Jamais trop tard pour essayer, aller chercher ce qui est désiré. Chacun sa vie, chacun sa mort et à chacun sa destinée. Des bouts plus durs à surmonter, la vie parfois c'est compliqué. Garder espoir, garder le moral et surtout faut jamais lâcher. Jamais trop tard pour essayer, le courage il faut parfois le trouver. T'as le droit de tomber, faut se relever, trouver la force pour continuer. Garder le moral, s'en inspirer, faut s'apprécier, toujours foncer. Faut s'accepter, surtout s'aimer, sinon tu risques de te replanter. Jamais trop tard pour essayer, trouver le bonheur ou belle braquer. Refais-toi dans nouveau confiance, tu vas voir tout va bien aller. Si t'es planté, t'es pas le premier, tu devrais pas être le dernier. Donne-toi la chance de réussir, sois fier de toi et ça va marcher. Il ne sera jamais trop tard, il suffit simplement d'y croire. À chacun ses rêves et son histoire. Jamais trop tard pour exister, pour se relever et continuer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Jamais trop tard pour être heureux, parce que tu le mérites aussi. T'as pas eu la vie que t'aurais souhaité, y'a que les fous qui changent pas d'avis. Même si t'en as mangé une bonne, relève-toi, reste pas au tapis. Faut jamais se décourager, un jour ça va être ton tour promis. Jamais trop tard pour essayer, y'aura jamais rien qui finit. Tant qu'en dedans c'est ce qu'on veut vraiment, ben tout nous réussit. Même dans les pires scénarios, même si t'es au fond du baril. T'as une famille, t'as réussi, embrasse ta femme, tes kids aussi. Même quand tu penses que c'est la fin, t'es surpris par le destin. Persévère et crois en toi, puis par d'un coup le calme revient. Jamais trop tard pour du meilleur, entre à la maison avec le bonheur. Trouver la paix intérieure et faire confiance en ses valeurs. Il ne sera jamais trop tard, il suffit simplement d'y croire. À chacun ses rêves et son histoire. Jamais trop tard pour exister, pour se relever et continuer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le dernier. Ton soleil brillera si tu le veux, il est jamais trop tard, mon vieux. On a tous déjà tombé, plus fort s'est relevé. N'oublie pas qu'on tient à toi. Il ne sera jamais trop tard, il suffit simplement d'y croire. À chacun ses rêves et son histoire. Jamais trop tard pour exister, pour se relever et continuer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il ne sera jamais trop tard, il suffit simplement d'y croire. À chacun ses rêves et son histoire. Jamais trop tard pour exister, pour se relever et continuer. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le dernier. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est M. Samuel Brault, gestionnaire de programme en prévention et promotion à la Commission de la santé mentale du Canada. Alors bonjour et bienvenue à Folie douce. Bonjour, M. Bugeaud. Merci de nous avoir. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler ensemble. On a beaucoup de minutes pour pouvoir faire connaître ce que c'est la Commission de la santé mentale du Canada. Comment vous pourriez décrire d'abord cette organisation-là? Comment on peut définir qu'est-ce que c'est la Commission de la santé mentale du Canada?
Mais bref, la Commission de la santé mentale du Canada est un organisme national sans but lucratif qui a été créé afin d'attirer l'attention à l'échelle du pays sur les problèmes de santé mentale, puis aussi de collaborer avec les différents intervenants pour améliorer la vie sociale puis l'état de la santé des personnes qui souffrent de maladies mentales. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires puis les intervenants qui sont déjà sur le terrain à l'échelle nationale, mais aussi régionale et un peu à travers le pays. Est-ce que ça fait longtemps que ça a été fondé? La commission a été créée en 2007. On avait un mandat original de 10 ans, au sein duquel il y avait différentes initiatives sur lesquelles on se penchait. Puis cette année, on a appris que le mandat de la commission était renouvelé, donc on pourra continuer à faire notre travail jusqu'en 2027, effectivement. Ben, c'est excellent, une très bonne nouvelle. C'est toujours intéressant d'apprendre des initiatives de la sorte. Pourquoi le Canada, quand on sait par exemple souvent les soins de santé sont gérés plus par les provinces. Donc comment la commission voit son rôle en fait à travers le Canada, parce que vous nous parlez un peu justement de tenter de démystifier les choses puis de faire de la promotion de ces choses-là, mais son rôle par rapport aux soins de santé qui sont plus gérés par les provinces. Donc comment la commission voit son rôle? C'est une bonne question, mais effectivement, la problématique de la santé mentale est tellement une grosse question large que ça requiert plusieurs partenaires autour de la table. Puis, justement, on a décidé en 2007 de créer une commission pour se pencher sur des objectifs spécifiques, à savoir qu'il y avait besoin de créer une stratégie nationale afin de coordonner ou d'apporter de l'attention, si on veut, à la problématique de la santé mentale. Puis en même temps, les différentes initiatives qui ont été créées, on pense, puis on a constaté au cours des années, ont pu aider les provinces et les territoires à faire de l'avant sur leurs propres initiatives. Donc, c'est certain qu'on travaille de partenaire, puis on essaie de voir où il y a des éléments de complémentarité, si on veut, par exemple, avec le nouveau plan d'action sur la santé mentale qui a été lancé au Québec récemment. Ben, c'est certain qu'on se penche pour voir comment on pourra aider les intervenants à mettre en avant ce plan d'action. Est-ce qu'il y a vous qui êtes un peu justement, vous couvrez finalement tout le Canada, donc est-ce qu'il y a des grandes différences à travers les provinces du Canada quand on parle de santé mentale? Est-ce que vous pouvez voir des différences ou c'est quand même similaire? Ben, c'est certain qu'il y a des grandes différences et des similarités aussi selon la région. C'est sûr qu'on est un grand pays, à savoir qu'il y a des espaces urbains, il y a des régions éloignées, rurales, il y a aussi différentes communautés avec différents besoins. Donc, il y a une grande variété, des similarités. Mais bref, notre objectif à la commission, c'est de un peu permettre aux Canadiens de voir c'est quoi le portrait de l'état actuel de la santé mentale pour qu'on puisse continuer à faire du progrès, puis dans le fond améliorer la condition de vie des personnes qui souffrent des problèmes de santé mentale. Oui, quelle sorte de programme ou de projet vous avez pu justement encourager là au courant des dernières années? Bien, notre première étape vraiment, c'était de mener des consultations à travers le pays pour lancer une stratégie en matière de la santé mentale pour le Canada, laquelle avait été développée et lancée en 2012. Puis à travers cette stratégie-là, il y avait différentes initiatives ou différents axes de focus sur lesquels la commission s'est penchée. Donc, une des initiatives qui a découlé de la stratégie, c'était le lancement de la norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail, qui était en fait une toute première au monde et au Canada. Puis c'est une norme qui a été créée en collaboration avec plusieurs partenaires dans le groupe canadien de la normalisation, le groupe CSC, puis aussi le Bureau de normalisation du Québec. Puis cette norme-là permet aux organisations, aux employeurs d'utiliser un cadre ou une structure pour évaluer comment on protège la santé mentale des employés en milieu de travail, puis aussi promouvoir la bonne santé des employés. On a aussi beaucoup mis, puis ça c'était, je dirais, si on avait 3 grands axes. Un des grands axes de la commission, c'était vraiment de travailler tout sur la stigmatisation, qui est probablement une des plus grandes problématiques. Si on parle de santé mentale, le fait qu'on peut pas en parler, c'est déjà là le grand problème auquel on fait face. Donc, on a
lancé le programme Changer les mentalités. Donc, ça a permis à la commission de lancer différentes initiatives qui permettent aux Canadiens de parler de la santé mentale de façon plus ouverte, puis de façon à ce qu'on comprenne vraiment c'est quoi les enjeux, les éléments derrière ça. Un autre programme intéressant qui fait beaucoup de succès de projets à travers le pays, c'est le programme Premiers soins en santé mentale. Donc, c'est un peu comme le concept de premiers soins physiques, mais c'est l'idée qu'on ait des premiers soins en santé mentale pour que les personnes qui sont formées puissent reconnaître les signes et symptômes, puis aussi savoir comment réagir dans un contexte de crise afin qu'on puisse référer la personne au bon service, puis aussi de calmer la situation. Puis on a déjà formé au-delà de 130 000 Canadiens, puis ça continue à augmenter de semaine et de mois en mois. Puis enfin, il y a plusieurs autres initiatives, mais si j'étais à en cerner une autre, il y a aussi le Centre d'échange des connaissances. Donc, on entend souvent parler qu'il y a beaucoup de projets de recherche ou de différents rapports qui ne semblent pas vraiment se transmettre ou se transposer en action. Donc, le Centre d'échange des connaissances vise vraiment à aider à traduire les rapports et l'information pour qu'on puisse l'utiliser sur le terrain. Donc, ça engendre la synthèse des connaissances, la promotion de l'échange des connaissances, puis surtout l'amélioration des capacités des intervenants à travailler ensemble. Donc, on mise vraiment au partenariat et à la collaboration dans cette initiative-là. Donc, vous travaillez beaucoup, c'est ça, sur les fondations, en fait, pour améliorer la santé mentale. On voit, d'après vos différentes initiatives, que vous travaillez à bâtir quelque chose de solide et qui va ensuite, se poursuivre, mais on sent qu'il y a des bases solides là qui sont établies. Oui, c'est un peu ça l'idée derrière, si on veut, le premier mandat de la commission, c'est de créer une bonne fondation pour le Canada et pour les intervenants, pour les provinces, pour les territoires, pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi le contexte dans lequel on opère, puis de prendre des décisions, puis d'investir nos ressources de façon plus stratégique. Puis dans un deuxième mandat qui va débuter bientôt, là, ça sera de mettre en place un plan d'action. Donc, on est présentement en période de consultation, ça fait presque un an, puis on anticipe, j'imagine, dès tôt l'année prochaine qu'on pourra connaître plus officiellement ça va être quoi notre mandat officiel, puis en même temps de lancer le plan d'action. C'est intéressant. J'aimerais revenir aux normes au niveau du marché du travail, au niveau de la santé mentale. Est-ce que ce sont des normes qui vont s'appliquer? Est-ce que c'est des recommandations? Où est-ce que ça en est? Je trouve ça intéressant comme idée, là. Mais c'est une question intéressante parce que une norme en santé et sécurité psychologique en milieu de travail, c'est quand même un concept assez nouveau. C'est nouveau au monde, certainement nouveau au Canada. Puis l'approche qui a été recommandée avec les différents experts au moment où la norme a été créée, le comité technique, c'était de créer une norme qui permettrait aux organisations de fixer leurs propres objectifs, mais surtout de s'orienter vers un processus continuel d'amélioration. Donc, plutôt que fixer une norme ou un standard de base minimum, puis lequel chaque organisation devrait rencontrer, on mise surtout sur l'amélioration d'année en année. Donc, c'est pas une norme obligatoire, c'est une norme volontaire. Donc, ça permet à chaque organisation de selon leur culture et leur niveau de compréhension du sujet, d'avancer à leur propre pas. Puis, je dirais que cette approche-là, de ce qu'on observe jusqu'à date, fonctionne très bien, à savoir que au-delà de 27 000 téléchargements de la norme, ce qui surpasse de beaucoup tous les téléchargements des autres normes. Puis ça a attiré beaucoup d'attention, évidemment, à travers le Canada, mais aussi à l'international, parce que c'est vu comme une pratique assez innovatrice en termes de comprendre que le milieu de travail n'affecte pas juste la santé physique, comme on l'aurait compris traditionnellement, mais qu'évidemment, il y a un impact sur la santé mentale. Il peut avoir un impact sur la santé mentale des employés, puis l'employeur, en quelque part, peut jouer un rôle proactif pour promouvoir la bonne santé. Donc, c'est d'aider les employés à s'équiper puis à s'outiller pour maintenir une bonne santé. Mais dans le cas où il pourrait avoir
des incidents au milieu de travail ou si les employés sont dans des emplois qui nécessitent qu'ils fassent face à des événements traumatiques, par exemple, si on pense aux services d'urgence. À ce moment-là, c'est question de réfléchir à comment on va outiller puis former les gens pour qu'ils deviennent plus résilients et donc plus préparés, dans le fond, pour protéger leur santé mentale. Vous disiez, M. Brault, que la Commission de santé mentale existe depuis 2007, va justement poursuivre son travail encore pour plusieurs années. Est-ce que vous pouvez déjà observer certains changements de mentalité ou certaines acceptations ou en tout cas une certaine démystification de la santé mentale de la part du public en général, de la part des employeurs? C'est sûr qu'on voit un progrès. Puis le progrès, c'est relatif certainement selon l'expérience de la personne qui analyse le contexte. Donc, pour certains, le progrès n'est peut-être pas assez rapide mais si on regarde plus d'une perspective nationale, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de progrès. On remarque qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation et d'éducation dans les dernières années. Puis, j'aurais même pas en donner, mais je pense qu'on a l'exemple de Belle Cause pour la cause qui revient d'année en année. Puis, on a beaucoup de personnalités publiques qui sont maintenant plus confortables à s'identifier comme une personne ayant vécu un problème de santé mentale. Donc, je pense que c'est beaucoup à penser qu'il y a 5-10 ans, on n'aurait jamais imaginé ce contexte-là. Puis la même chose sur le côté des employeurs, à savoir que malgré qu'il y avait une réticence au début, les employeurs comprennent non seulement l'importance, mais aussi l'impact. Il y a l'impact humain, il y a aussi l'impact en termes de coûts financiers. On estime dans les études au cours des dernières années qu'il peut avoir un coût aux alentours de 51 milliards à l'économie en termes de coûts de perte de productivité, les coûts pour la gestion des régimes d'assurance maladie, etc. Donc, on comprend maintenant le contexte, mais le travail se termine pas là, puisqu'on reconnaît très bien qu'il y a malheureusement des gens qui vivent toujours des situations difficiles, puis que c'est pas toujours facile à naviguer. Donc, c'est pour ça qu'on est très heureux de constater qu'on a toujours confiance en le travail qu'on fait, puis qu'on pourra continuer à le faire au moins jusqu'en 2027. Merci beaucoup, M. Brault, d'avoir été des nôtres. J'aimerais qu'on donne une coordonnée avant de se laisser. Est-ce qu'il y a un site web où les gens peuvent justement aller chercher de l'information? Oui, c'est une bonne idée. J'aime toujours laisser les gens sur une piste d'action. Donc, vous pouvez nous visiter au site web www.commissionsantémentale.ca où vous pourrez trouver davantage d'informations concernant ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais aussi sur de nombreuses autres initiatives. Puis vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a des initiatives aussi qu'on a travaillé ensemble en partenariat avec nos partenaires au Québec, que ce soit l'Association québécoise pour la réadaptation sociale et autres. Donc, je vous encourage certainement de visiter notre site web. Merci beaucoup, M. Brault, d'avoir été des nôtres. Merci et puis bonne continuité. Merci à vous. Au revoir. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y a de la vie tous les soirs, y a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse en chantant dans les rues. J'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes,
ça te dirait qu'on sort. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez, viens voir mon frère. C'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous plaire, mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. Je fais des économies, je prévois le reste de ma vie, mutuelle et petits bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux, mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers un. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre et rêver devant la mer. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, tu nous proposes aujourd'hui les citations célèbres sur la cruauté. Oui, j'aime ça à l'occasion revenir avec les pensées ou les grandes phrases des grands penseurs à travers l'histoire. Il y en a eu pour tous les sujets, puis oui, effectivement. Il y en a surtout, c'est facile à trouver sur Internet en passant. Il y en a sur tous les sujets. Vive Internet, hein. Oui. Autrefois, il fallait fouiller. Oui, puis ceux qui ont colligé toutes oui, c'est ça. Ces citations-là. Bravo oui, aussi. Oui, c'est sûr. Oui, il y a du travail là-dedans. Oui. Mais moi, j'essaie évidemment de trouver les sujets qui ont trait à la santé mentale. Oui. Oui, donc ce matin, j'ai les citations célèbres sur la cruauté parce que j'en ai parlé, ça fait quelques semaines de ça, des origines de la cruauté. Alors, il y aurait tout d'abord Friedrich Nietzsche, qui était philosophe et poète allemand. Il avait dit « La cruauté est le remède de l'orgueil blessé ». Je suis même pas certain de la compréhension. C'est intéressant, c'est un point de vue. C'est pas un psychanalyste aussi? Non, c'est un philosophe. Oui, oui, surtout. Il y avait François Bott, écrivain et journaliste français. Il avait dit « La tendresse, c'est seulement de la cruauté qui se repose ». Ouais, ça fait réfléchir. Ouais. Je comprends ça. C'est celle-là que je comprends. En voulant dire que tôt ou tard, on devient cruel. Les moments tendres. C'est une courte pause. En bon québécois, c'est un break. Une accalmie, oui, une courte accalmie. Après l'accalmie, la tempête. La tempête, la cruauté revient. Il y avait Marcel Auclair, qui était écrivaine française. Elle avait dit « Ce que nous prenons pour de la cruauté chez l'homme n'est presque toujours que de la lâcheté. » Intéressant. Il y avait Fyodor Dostoïevski, écrivain russe. Il avait dit « On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves, mais c'est faire injure à ces derniers. » Comme quoi, il n'y a rien de plus cruel que les hommes. Oui, on a quand même beaucoup donné dans la cruauté au fil des siècles. Oui. Il y avait Jorge Luis Borges, qui est un écrivain argentin. Il avait dit « Les dictatures fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent l'idiotie. » Il y avait Thomas Hardy, poète et romancier britannique. Il avait dit « Un mariage devrait pouvoir être dissous dès que pour l'une des parties, il devient cruauté. » Ça va augmenter le taux de divorce, ça. Ça pourrait. Il y avait il y a Marie-Claire Blais, beaucoup plus près de chez nous, écrivaine québécoise, qui a dit « Ceux qui pratiquent ouvertement la cruauté se vengent souvent des malheureuses conditions de leur existence. »
Oh, ça voudrait dire que la cruauté, c'est juste les gens pauvres. Ça se passe quand même, c'est les gens riches aussi. Pauvres ou qui ont été victimes de différentes choses, puis c'est comme une vengeance. Parce que c'est sans classe, la cruauté. Ça peut être dans tous les milieux sociaux. Ouais. Il y a Jean Jaurès, homme politique français, il avait dit « La cruauté est un geste de servitude car elle atteste que la barbarie du régime oppresseur est encore présente en nous. » Comme quoi, c'est la cruauté des partis politiques ou des partis au pouvoir. Il y a Émile Michel Cioran, philosophe et écrivain roumain. Il avait dit « Le pessimisme, cette cruauté des vaincus qui ne sauraient pardonner à la vie d'avoir trompé leur attente. » Isabelle Sorante, écrivaine française, avait dit « L'adulte est mort. La cruauté des cours de récré règne aujourd'hui dans les bureaux feutrés des multinationales. » Oui, il y en a dans des milieux de bureaux, effectivement, des cruautés. C'est plus subtil ou en tout cas. Je dirais peut-être dans les réseaux sociaux. Oui, mais même dans il y a de la cruauté qui se fait. Je pense dans tous les milieux, mais les réseaux sociaux, c'est ça, c'est vraiment un terreau. Des fois sous l'anonymat. Oui, ça c'est un manque de courage profond. Ouais. Là. Il y a David Mitchell, qui est romancier anglais, il a dit « L'humour suscite l'égoïsme, la crétinerie, la cruauté et la bestialité. » Il n'aimait pas ça, compter une blague, celui-là. Probablement pas. Il y a William Shakespeare, le dramaturge anglais très connu, il avait dit « Venez, esprit qui assistez les pensées meurtrières, du crâne au talon, remplissez-moi de toute la plus atroce cruauté. » C'est vraiment, les pièces de théâtre, c'est beaucoup sur là-dessus. Oui, mais ça, c'est tiré j'aurais dû le dire, c'est tiré du roman Macbeth. Mm-hmm. Il y a Gérard Mortier, directeur d'opéra belge. Il a dit « Le théâtre est le lieu où apparaissent violence et cruauté. Leur représentation doit servir à ce que l'horreur ne se reproduise pas. » Antonin Artaud, acteur et écrivain français, a déjà dit « Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. » Oui, ça fait réfléchir. Ça se peut, quoique il y a des œuvres qui ne le sont pas, qui sont excellentes. Oui, c'est vrai. C'est pas une nécessité. Il y a Honoré de Balzac, fameux écrivain français, il avait dit « Pour savoir jusqu'où va la cruauté de ces charmants êtres que nos passions grandissent tant, il faut voir les femmes entre elles. » Il y en a qui disent que dans les milieux féminins, c'est la cruauté verbale est plus fréquente que chez les hommes. En tout cas, elle est présente. Ouais. Autant, chez les deux sexes. Monique Bosco, écrivaine et poète québécoise, a dit « Extrême cruauté de notre société. On accepte seulement les couples comme dans l'Arche de Noé. Malheur à qui veut aller son chemin solitaire. » Ouais. Et rapidement, il y a Marthe Gagnon-Thibodeau, écrivaine québécoise, qui a dit les tortionnaires l'ont compris. Les petits coups d'épingle bien dosés et répétés font plus de mal et détruisent plus que la cruauté virulente et expéditrice. » Et non, c'est tout, on va continuer. Dans l'Espresso allongé, un peu plus tard, il y a des citations célèbres sur la cruauté à Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Daniel Latulippe, avec qui j'échange sur le plan d'action en santé mentale 2015-2020 du ministère de la Santé du Québec. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur les citations célèbres sur la cruauté. Vous entendrez aussi en chanson Béatitude de Daniel Bélanger et Chained Together de Radio Radio. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folidouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. J'accueille maintenant avec plaisir Daniel Latulippe. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors, heureux de te revoir en studio avec nous. Tu représentes encore le Raccord de façon intérimaire. Oui. Mais on est heureux que tu viennes à notre micro, justement. On va parler ensemble d'un plan qui a été lancé en octobre 2015, donc récemment, le plan d'action en santé mentale, le fameux plan qu'on attendait depuis plusieurs années, parce que le dernier s'était terminé en 2005-2010. Celui-ci, c'était un 2015-2020. On interviewe comme ça plusieurs intervenants dans le domaine de la santé mentale, parce que c'est quelque chose qui va donner un peu la marche à suivre pour le gouvernement en principe pour les prochaines années en santé mentale. Ça peut avoir beaucoup d'effets, négatifs ou positifs. Donc, on aimerait ça un peu avoir ton point de vue aussi sur le document qui a quand même fait parler un peu, mais qui est encore à observer, en fait. Oui, en fait, le plan qui a été qui a été lancé par le Dr Barrette a beaucoup de ressemblances avec ce que M. Couillard avait fait. Oui. Alors, on se retrouve 10 ans plus tard. C'est comme une histoire qui se répète. On lance un plan en même temps qu'on transforme complètement le réseau de la santé, ce qui fait que pendant un an, il se passe rien, là. Hein? Ouais. Il y a eu la création des CIUS. Avec la création des CIUS, l'arrivée de nouvelles directions, nouveaux conseils d'administration. Après ça, on a nommé les cadres supérieurs. Le plan a quand même l'avantage d'obliger les CIUS je pense qu'on pourrait dire que c'est une obligation, c'est une mesure de nommer quelqu'un qui est à la direction de la santé mentale. Alors, les CIUS qui ont maintenant 10-15 000 employés... Qui ont remplacé l'agence, là. L'agence est disparue. Donc la fonction agence qui avait une vision régionale et qui était un peu un contrepoids par moment ou qui avait une préoccupation régionale, ça n'existe plus. Montréal a 5 CIUS, 5 visions qu'on va espérer semblables en santé mentale, mais il y a pour l'instant pas de coordination entre les 5 CIUS expressément nommés, où il n'y a rien qui existe de cet ordre-là, puis dans le plan d'action, ils n'en parlent pas. C'est à côté, ça. Alors, il y a 10 ans, Dr Couillard, lui, quand il a lancé, c'était la réforme des qui a créé les C3S. Ouais. Alors, dans les deux cas, pendant un an, il y a un flottement où on refait la structure, on renomme des gens. Tous les gens sont obligés d'être démissionnés, on est obligé d'appliquer sur des postes, et ce sont des nouvelles directrices, directeurs qui rentrent en poste. Certains, heureusement, arrivent et avaient une fonction similaire dans le C3S. Ouais. Mais j'ai pas fini de faire le tour, là. J'en ai vu 2 jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr. On m'a dit qu'à travers le Québec, c'était pas nécessairement le cas. Donc, il y a eu des changements de personnel et pas toujours importants de personnel. Ouais. Et là, en ce moment, dans la prochaine étape, ça va être de nommer, ce qui est peut-être déjà fait, là, les cadres intermédiaires. Donc, là, on est parti d'en haut, on descend au 2e étage, là, on arrive au 3e étage, et bientôt, on va voir comment toute cette hiérarchie-là va décider d'organiser les services en fonction du plan d'action et en fonction des possibilités budgétaires et de l'organisation qui était là avant. Puis là, est-ce qu'on va faire la même chose qu'avant? Alors, à titre d'exemple, pour la clientèle, pour les personnes qui sont à la recherche d'aide, est-ce qu'on va encore utiliser comme porte d'entrée différents points de service de CLSC ou est-ce qu'on va dire, maintenant, ce point d'entrée-là, ça va être pour tout le monde. S'ils veulent avoir des services en santé mentale, ils doivent aller à tel endroit. Ouais. Ça, c'est pas encore déterminé. On n'est pas rendu là. Le plan d'action reproduit ou reprend en gros les mêmes lignes que le plan précédent. On travaille très fort avec l'idée de créer une première ligne en santé mentale à l'extérieur des établissements. Donc, l'établissement, les gens sortent et vont donner des services dans la communauté. Alors, c'est très louable, c'est très intéressant. Sur papier, c'est toujours beau. Hein? C'est inspiré de ce que le communautaire fait depuis 40 ou 50 ans. Donc là, il y a sûrement un chercheur quelque part qui a fini par dire que ça avait de l'allure de faire ça, puis que ça avait des résultats positifs. Puis là, le réseau entreprend ce virage-là. La différence avec il y a
il y a une dizaine d'années, c'est que là, on va faire un processus d'homologation. Alors, on va demander aux équipes de C3S qui font ce qu'on appelle du suivi intensif ou encore du suivi d'intensité variable, on va leur demander de se conformer à un modèle, une façon de faire. Et cette façon de faire-là, cette homologation-là va être liée au financement. Mm-hmm. Donc, on aura peut-être pu, comme j'ai déjà entendu dans un colloque, à un moment donné, c'était pas pour Montréal, c'était pour un autre endroit où quelqu'un, ça fait longtemps quand même, c'était dans le premier plan, quelqu'un qui avait dit je fais du suivi intensif dans notre établissement, dans le C3S, on fait ça, on a 2 personnes à temps plein là-dessus. Alors, c'est la preuve que ces gens-là n'avaient absolument pas compris qu'est-ce que c'était une équipe de suivi intensif selon le modèle le seul modèle peut-être qui a été documenté par les chercheurs. C'est d'ailleurs une critique qu'on pourrait faire en général du réseau de la santé. Ils s'intéressent aux choses qui ont intéressé les chercheurs, qui eux-mêmes se sont intéressés à ces choses-là parce qu'il y a eu des subventions, il y a eu des intérêts. Et le milieu communautaire a peu d'accès à ce type de financement-là, à ce type de recherche-là. Moi, personnellement, je rêve du jour où nous aurons la possibilité de créer nos propres bases de données et de créer notre propre d'engager nos chercheurs, d'engager de développer cette expertise-là. Tout à fait. Mais comment t'expliques, parce que ça fait longtemps que tu gravites dans le domaine de la santé mentale, puis à différents niveaux, différents postes, pourquoi, pourtant, les arguments qu'on donne dans le communautaire sont très bons. Les organismes communautaires disent souvent, on fait énormément avec peu d'argent, puis on a l'impression que il n'y a jamais comme un ministre, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, oui, je vous écoute, puis oui, c'est intéressant, puis on va y aller ensemble dans cette direction-là. C'est difficile de convaincre de nous suivre, non? Oui et non. Au fil des ans, je pense que le milieu communautaire, il y a eu un certain développement. Le problème, c'est que le développement ne suit pas la décroissance du réseau public. Et puis là, ça va s'accélérer. Ouais. Nous avons rencontré le docteur Delorme, qui est le responsable de la santé mentale au niveau du ministère. Puis lui, au niveau du financement, il n'y a pas grand-chose là, dans les mains actuellement. Ouais. Alors lui, il nous disait, vous pourriez rencontrer les CIUS, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Il y en a 5 à Montréal. Et étant donné qu'ils ont un budget énorme, peut-être qu'il pourrait y avoir des ententes à un moment donné. Ils pourraient peut-être vous transférer ou faire des ententes là, pour certains services. Alors, la loi, maintenant, le permettrait, mais... Sauf que ça commence, comme tu disais, il y a 5 entités, puis là, par où tu commences? Est-ce qu'il y a un groupe qui va en avoir, puis les autres, tu sais, on finit plus. Exactement, là, on commence exactement. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est du financement à la mission ou est-ce que c'est du financement pour des services que devrait donner le C3S, le CU3S, mais que là, il transférerait au communautaire. Ça, en général, les gens sont moins... ça, c'est moins winner pour tout le monde parce que là, c'est perdre un peu le sens de ta mission. Ça, dans certains cas, ça peut toujours aller parce que c'est la mission de l'organisme de faire tel service. Le CU3S peut dire, OK, organiser un groupe d'entraide par un centre, par des employés du réseau public ou l'organiser par des employés qualifiés dans un organisme communautaire, ça a peut-être même plus de sens que ce soit dans un organisme communautaire. Par contre, il y a peut-être d'autres genres de services ou il y a peut-être d'autres genres d'interventions qui doivent relever de professionnels du réseau de la santé, puis ça ne devra pas être transféré. Le plan d'action, il s'adresse quand même aux employés du réseau. Il est là pour donner un élan à ce réseau-là qui, après la fin de son premier 5 ans, ça a flotté pendant quelques années. Un autre 5 ans, peut-être. Oui, exactement. Il y a eu des évaluations par toutes sortes d'organisations. Et là, on se retrouve, après ce 5 ans-là, avec une nouvelle pas une nouvelle orientation, mais un nouvel élan qui confirme un peu ce qui était là au départ. Une autre différence importante qu'on voit, c'est que le mot communautaire, le mot communauté, le désir il y a une certaine reconnaissance du communautaire qui est nettement mieux marquée à l'intérieur du plan, qui est mieux souligné, et il y a des arrimages qui sont souhaités.
Alors, on verra en pratique comment les CIUS ont compris ça et comment ils vont mettre en place. Là, ça va faire 1 an là, qu'ils sont en train de se placer. Fait que dans la prochaine année financière, éventuellement, dans les prochains mois, éventuellement, il y aura relance de comités de concertation ou de choses comme ça. Mais ce qu'on m'avait rapporté à un certain moment, c'est que le ministre Barrette, quand il annonce ce genre de plan-là, fait pas mention du communautaire. T'sais. Pourtant, le communautaire, j'arrive pas à comprendre. Il y a comme pas de logique. Tout le monde s'entend pour dire c'est toujours un acteur extrêmement important qui coûte pas cher. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un certain rehaussement pour encore plus solidifier son action. Puis, je sais pas, c'est quoi pourquoi ils sont tellement frileux, les gens, justement, à prendre position. Le docteur Barrette est là pour le réseau de la santé au sens où ce qui est de la santé, c'est ce qui est dans l'hôpital. Donc, les services sociaux, le communautaire, ça, c'est ça, puis la philanthropie, ça, puis la charité dans l'ancien temps, c'est un peu la même. À peu près tous les ministres ont agi de même. Là. On ne peut pas dire qu'il y a eu de... Hein? C'est des services sociaux, que ce soit donnés par une église, par un organisme communautaire, ou par le privé, ou par la philanthropie. Ouais. Dans le fond, c'est essentiel pour la société, mais c'est pas notre responsabilité. Donc, c'est comme ça que c'est perçu, c'est ça qui est la perception. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Puis, je dirais que dans les prochaines années, ça risque de s'accélérer. Là. Je ne sais pas trop comment ça va être relancé. Je ne sais pas trop où ça va s'arrêter, mais on trouve des 800 millions ici pour les médecins. On trouve 1 milliard pour certaines compagnies. Mais quand vient le temps de parler de services sociaux, non. On peut peut-être couper la tête. Peut-être qu'ils ne sont pas convaincus, en tout cas, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça prend aux gens pour être convaincus, parce qu'on ne peut pas dire que vous avez chômé. Même au raccord, on a vu au courant des années énormément avec tous les autres groupes aussi, beaucoup de revendications, de manifestations, des choses bien organisées, des messages envoyés. Tu sais, c'était cohérent, c'était organisé. Je sais pas qu'est-ce que le milieu peut faire de plus pour... Là, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers mois, il y a de plus en plus de témoignages de gens, des artistes qui témoignent, qui dévoilent un peu ce qu'ils ont vécu, qui dévoilent aussi des choses assez percutantes qu'ils ont vécues. Alors ça, je pense que ça va avoir un impact. Il y a de plus en plus aussi d'articles dans les médias où on voit le travail que certains réseaux communautaires font en santé mentale, mais aussi dans d'autres réseaux, et l'impact que ça a dans la société. Donc, là, il y a un contrepoids qui est en train de s'organiser. Cependant, le risque, là, c'est qu'à un moment donné, on mise beaucoup sur le communautaire et le social de ce genre-là sans consolider ce qu'il y a dans notre réseau public. Et là, on va affaiblir la société parce qu'un milieu communautaire, oui, il peut faire des interventions, oui, il peut travailler sur certains éléments, mais il n'y a pas un contexte structurel. Il ne peut pas intervenir sur les aspects structurels de la pauvreté, sur les aspects structurels, par exemple, qui permettent l'accès à certains soins. Oui. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup, Daniel, d'être passé à notre studio. Toi qui as comme amorcé une certaine carrière un peu plus artistique, mais qui est de retour. On apprécie que tu sois toujours aux alentours puis avec tes connaissances en santé mentale. Oui, c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire. Là. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Et à la prochaine. Au revoir. À bientôt. Et si les heures s'écoulent encore, pour moi qui me lève au matin, si le soleil épouse mon corps, je ne remercie personne. Personne ne vivre un jour de plus, de me gaspiller à temps perdu. Me perdre si l'idée m'en vient, sans anxiété ni pharmacien. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la béatitude pour tout ce qui est autour de moi. C'est fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude. Et puis j'ai pleuré ce petit moi qui m'a quitté sans me saluer. Et puis du monde quel qu'il soit, qu'en était l'amoureux dévoué.
les effets de mon tournis. Là où soi-même on se saborde, je sais que tu comprends mon ami. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi. C'est comme de la béatitude, tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude. Pour tout ce qui est autour de moi. C'est comme de la béatitude, tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude, c'est comme de la béatitude. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le temps de l'espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, toujours ici présent, ainsi que Ghislain Malo. Oui. Tel que promis, Pierre, tu nous rapportes un peu les citations célèbres sur la cruauté. Sur la cruauté, oui, ce matin. C'est un peu moins drôle, hein? C'est moins oui, ça nous fait réfléchir quand même. Ouais. Il y a des vérités, ou en tout cas des réflexions intéressantes. C'est moins léger. C'est moins léger. Oh, oui. Alors, il y avait Alice Parizeau, qui était écrivaine québécoise, mais d'origine polonaise. Elle est décédée en 1990. Elle avait dit « L'école, une serre où l'on apprend aussi la cruauté et la bêtise des autres. » Peut-être, oui. L'école, c'est pas un endroit qui a toujours été bien populaire pour beaucoup de monde. Oui. Oui, ça peut être dur parfois. Il y avait Bertrand Russell, un homme politique et moraliste anglais. Il avait dit « L'essence de l'idée de juste, c'est d'offrir une issue au sadisme en affublant la cruauté du masque de la justice. » Recherché. Faudrait que je fume un joint pour la conférence. Il faudrait la relire quelquefois. Oui. Il y avait Nicolas Machiavel, qui était penseur humaniste italien. Il avait dit « Un geste d'humanité et de charité a parfois plus d'empire sur l'esprit de l'homme qu'une action marquée du sceau de la violence et de la cruauté. » Oui, des fois, tu veux faire quelque chose pour des bonnes intentions, puis ça marche pas, puis tu veux faire quelque chose pour des mauvaises intentions, puis ça marche. Là, ça marche. Oui. Il y avait Lydie Salvert, écrivaine française. Elle avait dit « Les grands esprits sont capables de grande cruauté, tandis que les petits n'en font que de petites. » Pas sûr. Il y avait Jean-Marc Langland, écrivain français. Il avait dit « La souffrance étant tout ce qui reste aux misérables, quelle cruauté que de vouloir la partager. » Il y a Gérard Collomb, homme politique français, avait dit « Je pratique l'autodérision. La dérision n'a d'intérêt que si on se l'applique à soi-même. Sinon, c'est de la cruauté. » Il y a Jean... C'est vrai, j'en ai pratiqué pas mal. Oui. Ça peut devenir cruel, effectivement, si on se moque un peu trop. Si on le fait pas à soi-même, si c'est pas de l'autodérision, si on... C'est rare qu'on est cruel envers soi-même. Oui. Non, mais ce que je veux dire, en faisant l'autodérision, comme lui dit, c'est beaucoup plus acceptable là, quand tu le fais. Oui. C'est très cruel de le faire. Oui. Il y a Jean Baudrillard, philosophe français, il avait dit « La cruauté vise l'homme capable d'être plus qu'il est. La pitié vise l'homme coupable d'être tel qu'il est. »
Ça fait réfléchir. Ouais. Il y avait Jean Delumeau, historien français et cinéaste. Il avait dit « La Renaissance ne se présente pas comme un progrès continu. La beauté y a constamment côtoyé la cruauté et l'ombre, la lumière. » Il y a un auteur de BD français qui s'appelle simplement Winchluss. Il a dit « Je ne comprends pas la cruauté, mais la violence, si. Parfois, il faut que ça sorte. » Peut-être à l'intérieur de ses bandes dessinées. Il y avait Denis Diderot, écrivain et philosophe français. Il avait dit « Il ne faut pas imaginer Dieu ni trop bon ni méchant. La justice est entre l'excès de la clémence et la cruauté, ainsi que les peines finies sont entre l'impunité et les peines éternelles. » Dieu ni trop bon ni trop méchant, ça a l'air d'un vendeur d'assurance. Il y a Alain de Botton, journaliste et écrivain suisse. Il avait dit « La tragédie de l'amour tient à ce qu'il n'échappe pas à la dimension temporelle. Quand on partage la vie d'un être aimé, il y a une cruauté toute spéciale à constater combien nos anciens amours nous sont devenus indifférents. » Jean Baudrillard, philosophe français, avait dit « La misère du monde, c'est tout aussi visible dans la ligne et le visage d'un mannequin que dans le corps squelettique d'un Africain. Même la cruauté se lit partout si on sait la voir. » Ça veut dire que c'est démocratique pour tout le monde. Tout le monde peut en faire preuve. J'imagine, oui. Il y avait Milan Kundera, écrivain tchèque. Il avait dit « Si quelque chose m'a toujours profondément écœuré chez l'homme, c'est bien de voir comment sa cruauté, sa bassesse et son esprit borné parviennent à revêtir le masque du lyrisme. » Oui. 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 Il y a des films qui sont super beaux, mais qui sont super méchants. Il nous reste une minute. Je vais vous lire quelques citations célèbres maintenant sur la folie. J'en avais déjà parlé par le passé. Il y avait Terry Gilliam, qui est animateur et directeur américain associé à Monty Python, Flying Circus. Il avait dit « La folie, c'est la loi de la majorité. » Il y a Balthazar Gracián y Morales, écrivain et essayiste jésuite espagnol. Il avait dit « Il y a deux choses qui abrègent la vie, la folie et la méchanceté. » Il y a Nadine Gordimer, écrivain sud-africaine. Elle avait dit « La solitude que l'on éprouve en écrivant est assez terrifiante. C'est parfois proche de la folie. On disparaît et on perd le sens de la réalité. » Il y a Guy de Maupassant, célèbre écrivain français. Il avait dit « Mais sait-on quels sont les sages et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie s'appeler génie. » Alors, je vais m'arrêter ici pour ce matin, mais je reviendrai plus tard. Intéressant. Donc, oui, la majorité des citations sur la cruauté et quelques-unes sur la folie. Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue. Merci, Chelin. Merci. On continue en chanson à l'émission Folie douce. Yeah, 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 so, yeah, yo, all around the world, on veut faire ça tout le monde. Yeah, so, chant together, hey, chant together, ensemble, chant together, lift them up and shake their hands. Oh yeah, chant together, hey, chant together, chant together, lift them up and shake their hands. On se met ensemble, ça se ressemble, bouge les jambes et faites un move, bouge ensemble, et en gang, approche les proches et là se danse. Pense, shake tes hanches pis faut ça dans la crank, faut ça dans la crank, wow wow faut ça dans la crank. Là se danse, et là se danse, bouge tes hanches, bouge tes hanches, bouge tes hanches, bouge tes hanches. Hey, ensemble, lève tes mains pis shake tes hanches. Lève tes mains pis shake tes hanches. Moi je smile, toi tu smiles, tout le monde est wild and hey, 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 hey. Moi je smile, toi tu smiles, tout le monde est wild and hey, 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 hey. Yo, side bar ou mini bar, dairy bar ou open bar, on veut tous se voir pour se dire des belles affaires. Side bar ou mini bar, dairy bar ou open bar, on veut tous se voir
soir pour se dire des belles affaires. Yo, hey, 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 yo, all around the world, on veut faire ça tout le monde. Yo, chant together, hey, chant together, ensemble, chant together, lève tes mains puis shake tes hanches. Chant together, hey, chant together, ensemble, chant together, lève tes mains puis shake tes hanches. On se regroupe comme un groupe, dans la vie fait comme une soupe, soit que ça brasse, là ça se passe, ma pauvre, ouais je lève ma tasse. On se regroupe comme un groupe, dans la vie fait comme une soupe, soit que ça brasse, là ça se passe, ma pauvre, ouais je lève ma tasse. C'est la nuit, fait comme si c'est la dernière soirée tapis. So ho, ha, ho, 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 ha, ha, ha. C'est la nuit, fait du bruit, comment deux fois fallait qu'on dise it. Ho, ha, ha, ho, 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 ha, ha, ho, 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 ho. Chant together, hey, chant together, ensemble, chant together, lève tes mains puis shake tes hanches. Chant together, hey, chant together, ensemble, chant together, lève tes mains puis shake tes hanches. All around the world, face à tout le monde. Around the world until the monde, come together dans la zone. All around the world, face à tout le monde. Around the world until the monde, entre dans ma comfort zone. Chant together, hey, chant together, better, 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 chant together. Lève tes mains puis shake tes hanches. Chant together, hey, chant together, better, 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 chant together. Lève tes mains puis shake tes hanches. Folie douce, c'est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous. Justin Malo, on va y aller avec la nomenclature des chansons présentées cette semaine à Folie douce. On a entendu en début Jamais trop tard. Oui, de Cire Pathétique. Oui, on a écouté Demain. De Thomas Dutronc. Oui, dans la deuxième demi de l'émission, deuxième demi-heure, on a pu entendre Béatitude. De Daniel Bélanger. Et à l'instant, Chained Together. Oui, de Radio. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Oui, merci pour justement ces sujets également à l'Espresso et l'Espresso allongé, les citations célèbres sur la cruauté. Merci, c'était intéressant. C'est un peu élevé. Hein? Pour réfléchir, mais il faut les relire souvent, ces citations-là, parce qu'il y a quand même du vrai là-dedans, c'est assez songé. Je remercie notre invité en début d'émission, Samuel Brault, avec qui nous avons parlé de la Commission de la santé mentale du Canada. On a eu en début de deuxième demi, Daniel Latulippe, qui nous a parlé à son tour du plan d'action en santé mentale 2015-2020 du ministère de la Santé. C'était donc le menu de cette semaine de la Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. Pop